Après la jeunesse en zone rurale, la petite enfance, nous changeons totalement de sujet, nous voyageons un peu, nous passons à la ruralité, au commerce et à l'immobilier. Je vous laisse mes trois invités Alors il nous faut une quatrième chaise parce que nous avons un quatrième invité. Je vais rester debout. Donc j'accueille sur cette arène de l'innovation donc Sylvain Dumas qui est co-directeur de Village Vivant, qui est lauréat de la France s'engage. Julien Guillaume qui est maire de Montaigu-le-Blanc, donc on part dans le Puy-de-Dôme. Marie Pochon qui est députée de la Drôme, donc on part encore un peu plus à l'est. Et Luc Tabouret qui vient de l'est, mais parisien, de Montreuil, qui est directeur de la communication de France Active. Merci à tous les quatre d'avoir accepté l'invitation et d'être venus jusqu'à nous. Peut-être Sylvain, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter Village Vivant et peut-être nous dire, puisque c'est l'objet de la table ronde, nous dire en quoi l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale peuvent répondre à des enjeux, à des problématiques de territoire, notamment les plus ruraux. Merci Enora, merci à tous les invités d'avoir répondu présent, merci à vous. Donc moi je suis Sylvain Dumas, co-directeur de la coopérative Village Vivant. On travaille sur le sujet de l'installation de commerce dans les villages avec un mode opératoire bien précis qui est l'immobilier. On achète des bâtiments à la demande des porteurs de projets qui nous disent on a trouvé dans notre village un ancien bâtiment à rénover et on ne peut pas l'acheter et on veut ouvrir une épicerie associative ou coopérative. Nous, si le projet est viable, pérenne et pertinent pour le territoire, on achète et on le remet à disposition. Et en fait, on vient combler une carence puisque on a des collectivités locales qui veulent souvent jouer ce rôle-là mais sont en défaut de moyens financiers ou d'ingénierie pour monter l'opération. Donc on vient jouer ce rôle. On travaille souvent la main dans la main avec les collectivités locales. On fait aussi du conseil et de la formation sur le même sujet. On est 17 salariés, on gère 33 bâtiments qu'on a achetés grâce à l'investissement de 1000 personnes et de l'État, de la Caisse des dépôts, de quelques banques coopératives et compagnie. Voilà en quelques mots, notre raison d'être, c'est d'ouvrir des lieux au service des habitants pour maintenir du lien social, pour maintenir des lieux sociaux, pour maintenir des emplois, préserver du patrimoine et des filières locales. Puisqu'on croit beaucoup à la résilience des territoires quand il y a un maillage et qu'il y a une chaîne d'acteurs qui vont du producteur, de l'agriculteur ou de l'artisan menuisier ou que sais-je, qui va pouvoir vendre aux habitants de son territoire à l'échelle de l'intercommunalité ou du bassin de vie. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup. Peut-être en miroir, Julien, Marie, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les défis auxquels font face les territoires ruraux? Qu'est-ce que vous observez depuis vos territoires? Le défi principal, bien évidemment, c'est le maintien des commerces. Moi, c'est mon premier mandat et durant ce mandat, j'ai vu fermer la boulangerie, puis le dernier bar-restaurant. Et nous ne sommes plus qu'avec une fromagerie et un salon de coiffure, ce qui est très bien, mais enfin, ce sont déjà des commerces plus spécialisés. Donc, et pourtant, nous avons 920 habitants. Donc, le défi, c'est de ramener cette activité par tous les moyens. Et donc, justement, on a bien compris que par des commerces classiques, tout seul, ça allait être compliqué. Donc, on a commencé par ramener de l'activité en créant une épicerie participative avec Bouge ton coq. Donc c'est la municipalité qui l'a initiée. Ensuite, on a passé la main à des volontaires. Elle existe maintenant avec 80 adhérents. Elle est autonome. Elle fonctionne tous les jours. Ça a ramené du pain disponible dans le village. Et puis, voyant que le bar-restaurant, il n'y avait pas de projet de reprise, nous avons décidé d'acquérir le bâtiment, mais dans l'espoir de trouver un repreneur au plus vite. Pas de le garder, parce que c'est une grosse sortie d'argent et nous avons d'autres projets. C'est compliqué pour nous. Donc nous nous sommes fait accompagner par Village Vivant grâce à la direction des territoires et l'ANCT. Nous nous sommes fait accompagner par Village Vivant dans un premier temps pour une mission d'ingénierie pour laquelle on n'a pas déboursé, nous, un seul centime. C'est important de le dire. Donc c'était un vrai cadeau. Et cette mission d'accompagnement nous a permis de mettre sur la table tout le potentiel de notre bâtiment, qui fait quand même plus de 500 mètres carrés,
d'envisager plusieurs scénarios de reprise, à chaque fois d'évaluer les coûts et d'identifier les subventions possibles. Et puis, il s'est peut-être produit, ou il va se produire le petit miracle qu'on espérait, c'est qu'à force d'étudier notre bâtiment, de cerner le potentiel de notre commune et des communes voisines, Village Vivant nous a dit, finalement, on voit qu'il y a un vrai potentiel et nous, on serait intéressés de reprendre le bâtiment et de mener à bien cette relance. Et si ça se concrétise, non seulement ça sera à nouveau un bar-restaurant, mais avec l'épicerie participative, des ateliers d'artisans qui vont se partager les lieux et des espaces de coworking, ce qui est une vraie chance pour le monde rural. Même question pour vous, Marie. Merci beaucoup et je suis très heureuse d'être ici. Moi, je suis effectivement élue sur une circonscription très rurale comprenant 240 communes dans la Drôme. Et effectivement, ce que je vois dans la Drôme, en tout cas, à contrario un petit peu de ce qui a été dit, c'est une croissance du nombre de commerces. C'est plus 21% de commerces, d'établissements commerciaux qui ont été ouverts ces 10 dernières années. Par contre, effectivement, l'ouverture de ces commerces se fait en dehors des centres-bourgs et des centres-villes de manière générale et se font globalement dans les centres urbains. Et donc, c'est seulement 40% de ces commerces qui s'établissent dans les centres-bourgs et les centres-villes. En France, de manière générale, c'est effectivement aujourd'hui la moitié des communes rurales qui ne possèdent plus aucun commerce. Il faut se figurer qu'en 1980, c'était 25% des communes rurales seulement qui n'avaient pas de commerce. Et donc on voit effectivement qu'il y a quand même un éloignement général des commerces. Ça c'est lié, puisque vous posez la question des défis, je pense à des enjeux, des défis sur les enjeux fonciers et les enjeux immobiliers qui sont liés aux ZAN, qui sont liés à la restriction effectivement du foncier qui est disponible pour pouvoir effectivement protéger les terres agricoles et les terres naturelles. Également sur certains territoires à une offre qui est limitée et qui se gentrifie avec l'attractivité. Moi je suis dans un territoire qui est très touristique et qui est très attractif et donc avec l'arrivée de maisons secondaires, de maisons qui vont être destinées au Airbnb par exemple et qui va finalement limiter le nombre de locaux disponibles même pour des beaux commerciaux. Et puis un bâti qui se fait ancien et qui est plus difficile à rénover, notamment dans les centres-bourgs, parce que ça coûte bien plus cher et c'est pas forcément des locaux qui sont par ailleurs adaptés au commerce actuel. On a eu un grand débat dans ma circonscription à Saillant, notamment très récemment, sur le maintien d'une boucherie en centre-bourg, puisque au vu des normes actuelles, au vu de l'accessibilité PMR, au vu du stockage effectivement de la viande, tout cela ne correspondait pas à des locaux en centre-bourg qui étaient tout biscornus. Et effectivement, cette boucherie souhaitait s'établir en dehors, dans la zone commerciale, et donc ça posait pas mal de questions. Donc voilà un certain nombre de défis. Je pense qu'effectivement, la désertification commerciale des centres-bourgs est un énorme enjeu. La fragilité économique des commerces qui restent dans les centres-bourgs est également un sujet, avec la difficulté d'atteindre la rentabilité les 2 premières années notamment. Donc on a un certain turnover qui existe, avec des impacts sur la vie sociale, notamment sur les personnes les plus vulnérables, celles qui ont le moins accès à la mobilité, les personnes âgées qui rencontrent de grandes difficultés pour avoir accès au commerce. Le nombre de vacances commerciales et immobilières qui sont assez importantes sur les territoires ruraux. Dans la Drôme, on parle souvent des résidences secondaires comme d'un vrai défi pour l'accès à l'immobilier. Pour autant, il y a plus de bâtiments vacants que de résidences secondaires. Et donc l'enjeu, c'est la rénovation et de tous ces bâtiments. Et enfin, mais c'est peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, un autre défi, c'est la mutation des usages. Et aujourd'hui, il faut pouvoir développer des modèles qui sont un peu différents et qui permettent le multiservice, le café, la poste, l'épicerie, le coworking, l'accès aux services publics. C'est un petit peu comme ça, en tout cas, qu'on voit la régénération de nos centres-bourgs. Alors moi, je voulais faire une librairie-poissonnerie après le Covid, donc je saurais vers qui me tourner si j'ai besoin d'être accompagnée. Peut-être pour rebondir là-dessus, pas sur la librairie-poissonnerie, mais sur les commerces. Dans quelle mesure l'économie sociale et solidaire peut apporter des solutions innovantes, un peu différentes, et qui répondent vraiment aux besoins des territoires? Sylvain a commencé un peu à le dire, mais Marie, vous pouvez continuer si vous avez le micro. Mais ça marche. L'innovation, elle est vraiment dans les territoires. Nous, on le voit, on a un acteur associatif qui existe depuis plus de 30 ans, donc on est implanté partout en France et on a été créé au moment où le chômage de masse arrivait. Et aujourd'hui, on aborde la problématique économique du développement des commerces dans les territoires ruraux pour répondre à des besoins qui ne sont plus couverts.
Donc les besoins, ils sont prégnants, on vient de l'entendre. Et ce que nous faisons, c'est qu'on travaille beaucoup avec les acteurs en proximité, les élus, les collectivités et tous les acteurs économiques pour justement détecter les besoins. On a différentes formes d'intervention, ce qui fait que sur notre activité de création, partout en France, on a à peu près 37 000 entreprises et structures associatives qu'on accompagne. Et sur la création, 30% se font dans les territoires ruraux. Donc l'innovation, elle se fait vraiment avec les acteurs en fonction des besoins. Et il n'y a pas de forme, on va dire, j'ai envie de dire, universelle sur l'innovation, puisqu'elle est vraiment adaptée à chaque problématique territoriale. Je veux bien répondre sur pourquoi les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont souvent une bonne réponse au sujet de la désertification. C'est déjà comprendre pourquoi elles ferment, les entreprises. Et un premier élément qui peut être factuel, c'est que l'entreprise classique, l'épicerie franchisée, souvent c'est monsieur dirigeant, madame conjointe collaboratrice, et avec des systèmes de cotisation ou d'organisation de l'entreprise qui créent une forme d'isolement. Ensuite, au moment où ils veulent céder leur activité, une manière d'envisager la retraite, c'est de valoriser le fonds de commerce le maximum. Et souvent, il n'y a pas de candidat parce que le modèle n'attire pas, que ce soit en termes de valeur, est-ce que c'est sur l'origine des produits, ou que ce soit en termes de modèle d'organisation. Et donc, on a ces entreprises qui ferment. Et il y a un autre élément qui vient pressuriser ce modèle classique, qui quand même, je mets des nuances, hein. Il y a plein de cas où ça marche, et c'est dans les cas tendus et dans les cas où on ne trouve pas d'autres solutions. Il y a le contexte économique. Une entreprise classique, elle peut avoir des belles valeurs, être très bien gérée. Son but, c'est quand même de gagner de l'argent, de générer une rentabilité. C'est fondamental dans les statuts juridiques. Une entreprise de l'ESS, elle va poursuivre un autre but. Et donc, elle va avoir une capacité de mobiliser des bénévoles, des sociétaires, des partenaires publics, différents dispositifs. Et elle va créer une chaîne de solidarité autour du projet qui crée de la résilience, qui crée de la robustesse et qui permet de dépasser cette approche qui pourrait dire faible densité de population, pouvoir d'achat faible, donc panier moyen faible, donc marge réduite. On change de logiciel et on envisage la chose différemment. Sans nier qu'il y a un enjeu de rentabilité, qu'il faut générer des chiffres, mais le tableau de bord, la boussole, elle est différente. Et nous, on constate, et on a des chiffres de l'URSSCOP qui montrent que le taux de pérennité des SCOP ou des SIC ou des entreprises accompagnées par France Active est supérieur aux entreprises classiques. On a des chiffres de l'ordre, après il faudrait les comparer très finement par type de territoire, mais les tendances générales, c'est 60 et quelques % de pérennité à 3 ans sur les entreprises classiques, et c'est plus plutôt 85%. Tu veux compléter ? Sur les questions de pérennité, on a analysé notre portefeuille justement sur ces entreprises coopératives, associatives, à fort impact social. Et les dernières données qui sont toutes fraîches, c'est 97% de pérennité à 5 ans. Donc c'est juste une résilience extrême. Et j'ai envie de dire, sur l'ESS, c'est le critère qui peut vous engager à développer des formes coopératives et associatives au service des commerces et des services aux habitants sur vos territoires. Peut-être pour rester sur cette question du financement, vous êtes une collectivité, vous avez envie de revitaliser les commerces. Les élus peuvent se tourner vers qui pour trouver de l'aide, du financement, de l'accompagnement ? Alors, nous, on a des propositions. On intervient avec notre foncière, donc vraiment sur l'achat de bâtiments, la rénovation et la location, sur le quart sud-est. Et pour être encore plus précis, comptez 3 heures de Clermont-Ferrand ou 3 heures de Crest, où on a nos salariés. Sur l'aspect conseil, formation, ça peut être partout en France. Et après, vous avez des guichets, des endroits où vous pouvez vous adresser auprès de la Banque des Territoires qui peut vous orienter vers des bureaux d'études spécialisés qui couvrent d'autres territoires. Vous avez l'ANCT, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, qui gère des dispositifs et qui fait de la mise en relation. Donc c'est un bon endroit ici aussi pour aller leur demander de l'ingénierie, pour essayer de chercher des formes d'innovation. Parce que disons-le, il y a un défi, quand on parle de bâtiments, on est vite sur des centaines de milliers d'euros à investir. Et si vous les mettez pour le commerce, vous ne les mettez pas, pour la petite école, pour la voirie, pour plein d'autres, les salles municipales, les clubs de sport, qui eux n'ont pas de modèle économique, en tout cas ont un modèle économique qui doit être supporté par
la force publique. Donc, c'est des arbitrages compliqués. Donc, il faut innover. Il faut innover, il faut aller souvent créer des alliances hybridées. Donc, nous, c'est ce qu'on a appris à faire depuis 8 ans et d'autres peuvent le faire. Peut-être que vous pouvez rebondir là-dessus aussi. Oui, il y a également des associations d'élus, comme l'Association des maires de France, bien évidemment, mais également l'Association des maires ruraux de France. Ils nous proposent une ingénierie, en fait, gratuitement pour accompagner nos projets. Et puis, bien évidemment, dans le cadre d'une petite collectivité, il y a les fonds de subvention habituels au niveau départemental, régional, de l'État et de l'Europe. On ne le répétera jamais assez, l'Europe investit massivement dans nos campagnes pour nos projets. Moi, j'ai pu créer une maison d'assistants maternels grâce à une subvention 30% de l'Europe. Et notre future école ne va se faire que parce que nous avons obtenu 50% de subventions européennes. Est-ce que Luc voulait compléter ou vous avez... Oui, déjà, vous pouvez venir nous voir parce qu'on est présent partout en France. Ça, c'est pour la blague. Au-delà Pas de la complètement, blague, mais pas que. mais pas que. Ça marche. Et pour préciser, dans beaucoup de régions, on a des programmes d'émergence ou de détection de besoins non couverts sur les territoires ruraux qui nous amènent à créer des collectifs qui vont identifier un besoin dans un centre-bourg, un besoin dans une zone de montagne, des besoins sociaux, économiques et écologiques qui ne sont pas couverts. Et donc ça mobilise des citoyens, donc ça s'appelle parfois fabrique à initiative. J'ai l'exemple en Bourgogne-Franche-Comté, ça s'appelle un générateur Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est des collectifs qui travaillent à l'identification des besoins, qui peut prendre en charge le besoin et développer une réponse économique qui soit viable dans le temps, parce qu'il y a la question de la viabilité du modèle économique. On est très attentif en tant que financeur, même financeur associatif, on travaille à la pérennité. Et ça permet d'enclencher le démarrage d'une structure associative, coopérative de l'ESS dans des territoires ruraux. On parlait de collectifs d'habitants chez Village Vivant. Comment vous voyez de quelle manière les collectivités peuvent aussi faciliter la mobilisation des habitants dans ce type de gros projets en général? Alors déjà, 2 cas de figure. Le cas de figure où on a un collectif d'habitants ou une équipe d'entrepreneurs qui veulent monter une épicerie coopérative. Et donc c'est comment la mairie, elle se met en... Elle comprend cette nouvelle manière d'entreprendre. Alors il y en a plein qui le comprennent très vite, mais il y en a pour qui c'est vraiment quelque chose d'obscur. Et puis il y a la zone du milieu qui voit que c'est intéressant, que c'est des manières de faire nouvelles et qui apprennent à coopérer et à faciliter. Et là, il y a plein de choses qui sont possibles. Vous pourrez témoigner peut-être sur comment justement vous créez du lien entre vos services, les élus, la population et les lieux. Moi, je veux parler du cas aussi, on a des élus qui se disent « Tiens, ce serait bien qu'on ait une épicerie associative ou une ressourcerie ou un tiers-lieu ou que sais-je, et qui souhaitent le voir émerger. » Et je dirais il y a deux réactions dans ce contexte. C'est soit on est quasiment dans une commande publique et on a des élus qui attendent que les habitants montent un projet qui réponde à leurs demandes. Et là, souvent, ça coince. Et là où ça marche, c'est quand on a des élus qui créent un terreau fertile, mais qui sont prêts à lâcher prise, à dire ok, ce tiers-lieu ou cette épicerie, peut-être qu'elle ne fera pas espace numérique, parce que c'était dans leur attente, mais les gens qui se motivent, c'est pas ça qu'ils veulent faire. Et donc c'est cette partie de lâcher prise pour... en fait, je lisais une citation d'une mère là, qui disait on a le pouvoir de donner du pouvoir. On a le pouvoir de faire émerger, d'accompagner des initiatives. Et je trouve que c'est hyper intéressant et c'est cette partie de lâcher prise. Et vous ? Hop, la patate chaude. Je vais revenir sur mon épicerie participative pour dire que parfois, en plus, les projets vont plus loin que ce qu'on avait imaginé. Nous, la municipalité l'a initiée, elle existe. Et en fait, ça a créé justement le lieu de sociabilité qui manquait. Pourtant, c'est une épicerie, mais c'est pas grave. On a fait un coin café, puis on a repris alors je dis on parce que je suis adhérent, bien sûr. On a repris la salle à côté pour faire un bar associatif, seulement en soirée. Et puis maintenant, l'épicerie, elle se met à organiser un concert tous les mois. Même 1 à 2 fois par mois. Donc ça, c'est complètement inattendu. On n'avait pas du tout ça en tête quand on l'a initié au départ. Et donc, on a déjà un lieu de sociabilité. Et quand le bar-resto va reprendre,
les bénévoles de l'épicerie savent qu'ils ont déjà envie de continuer à programmer des concerts 1 à 2 fois par mois dans le futur bar-resto. Donc ça a déjà créé cette synergie qui ne va pas disparaître, quoi qu'il arrive. Oui, moi c'est juste un complément parce que comment on associe aussi les habitants dans ces formats nouveaux qui intéressent en effet les collectivités. Il y a des formes de gouvernance qu'on appelle les SIC, des coopératives qui intègrent les habitants dans les gouvernances. Et pour nous, c'est l'assurance de la pérennité et de l'inclusion et de la participation des habitants à ces logiques économiques, puisque l'idée, c'est quand même que ça marche et que les habitants puissent être partie prenante de ces modèles. Et les SIC sont une des solutions. Je pense, là, on a fait un reportage dans les Pyrénées. C'est une SIC qui s'appelle le Baretou. Donc, c'est à la fois des producteurs agricoles de cochons, ils transforment, ils vendent. Et donc, c'est tout le collectif qui s'associe pour produire de la valeur territoriale dans les Pyrénées. Voilà, tout simplement. Merci à tous les 4. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des remarques? Un micro peut circuler. Ne soyez pas timides. Bonjour, merci, super intéressant. Je voulais savoir où est-ce que vous étiez géographiquement. Moi j'habite dans le Pays Basque, est-ce qu'il y a Village Vivant dans le Pays Basque par exemple? Non, on est Village Vivant, on est basé à Crest dans la Drôme et à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Dans le Pays Basque, je pourrais trouver quelques noms, mais en fait on va lancer une étude pour monter une foncière au Pays Basque. Alors ce ne sera pas Village Vivant Pays Basque, ce sera d'autres acteurs qui prendront ce qu'ils voudront de notre manière de travailler, mais bon, il va falloir attendre quelques années avant qu'il y ait vraiment des résultats. Mais là, c'est sur mon bureau, le dossier. Et pour ceux qui sont ni en Drôme, ni dans le Puy-de-Dôme, vous avez comme des formations que vous mettez en place aussi? Oui, on fait des formations et nos équipes de consultants accompagnent des collectivités un petit peu partout en France sur ces sujets-là. On peut intervenir à l'échelle de monter une foncière pour faire plein de projets, ou à l'échelle d'une commune qui a identifié une ancienne usine, une ancienne auberge, tel bâtiment qu'elle veut réhabiliter en s'inspirant du modèle des SIC. Nous-mêmes, on est une SIC qui permet d'associer toutes les parties prenantes. C'est vraiment intéressant ce schéma. On a les salariés, les usagers, qui peuvent être les clients ou les bénéficiaires, et les partenaires. Et parmi les partenaires, on va trouver les collectivités locales. Ça met toutes les parties prenantes qui s'entendent autour d'une cause. On va parler de l'utilité sociale du projet. Et cette vision à 360 degrés, elle est hyper intéressante. On peut la retrouver dans une association, c'est souvent le cas. Là, c'est de combiner quelque chose de l'intérêt général autour d'une structure commerciale qui va vendre un service et qui va se développer et pérenniser des emplois, pérenniser des filières. Donc vraiment, souvent les gens connaissent un peu les SIC, mais je vous invite à par exemple vous approcher des unions régionales des SCOP. Il y en a partout, dans toutes les régions, avec des représentants dans tous les départements, et d'aller comprendre un peu mieux pour, s'il n'y a pas d'émergence dans votre territoire, semer des graines. Et c'est ça aussi le rôle des politiques. C'est s'il ne se passe pas ce dont vous rêvez, c'est comme une politique publique, mettre en place des dispositifs qui parfois vont mettre 2, 3, 5 ans et donner lieu aux réalisations dont votre territoire a besoin. Il y a une autre question. Merci Ninon. Bonjour, merci de vos interventions. Moi, c'était plus pour faire une remarque qui peut apporter quelque chose. Du coup, moi, je travaille pour l'Union nationale des groupements des épiceries sociales et solidaires. Et du coup, je trouve que voilà, ce que vous avez exposé, c'est hyper intéressant. Et que potentiellement, il y a aussi une possibilité de réfléchir à implanter des épiceries sociales et solidaires qui sont des lieux ouverts à tous, mais vraiment avec un volet social qui permet aussi de prendre en compte la précarité qu'il peut y avoir sur certains territoires. Et du coup, on se rend vraiment compte que sur des territoires ruraux, c'est d'autant plus important d'avoir des lieux comme ça qui sont inclusifs, mais ouverts à tous, et qui permettent aussi, au-delà de vendre des produits, d'imaginer tout plein d'autres choses avec des ateliers, des temps collectifs, et du coup qui peuvent être vraiment
hyper porteur et structurant sur des territoires ruraux. Peut-être juste pour répondre à ça, même si ce n'était pas une question, mais effectivement, il y a toute une précarité invisible dans nos territoires, dont on parle très peu par ailleurs dans les débats nationaux, etc. Et il est super important d'aller soutenir ce type de structure. On me glissait à l'oreille, mais il y a effectivement des garages solidaires qui sont en train de se monter un petit peu partout pour l'accès à la mobilité, parce que c'est quand même là où ça se joue aussi. En termes de rupture des droits, la mobilité, elle est absolument centrale dans les territoires ruraux. Moi, je voudrais quand même ajouter peut-être un petit dernier mot, c'est la fragilité de tous ces modèles-là, malgré l'énergie qui est là, la détermination, les bonnes idées d'acteurs comme Village Vivant pour revitaliser nos territoires. Mais vous dire les attaques permanentes qui sont faites, alors moi j'y fais face un petit peu à l'Assemblée nationale en ce moment, mais à la fois sur les dotations aux collectivités, à la fois sur les agences d'ingénierie et d'accompagnement des collectivités. On parlait de la NCT à l'instant, mais c'est une agence qui est aujourd'hui décriée, menacée et potentiellement qui, dans les prochaines années, va tout simplement disparaître. Et donc ça, il faut l'avoir en tête. Et par ailleurs, on sait les plus-values absolument dingues de cette économie sur nos territoires. C'est une catastrophe annoncée. Bien évidemment que tout ça n'est pas écrit, etc. Mais vous dire que nos moyens d'action, c'est aussi d'interpeller, c'est de faire valoir et de faire connaître toutes ces initiatives qui ont lieu sur nos territoires, parce qu'elles tissent le lien social, parce qu'elles permettent de sortir de la précarité et de l'isolement un certain nombre de personnes, et parce qu'elles font véritablement la vitalité de nos campagnes. Et donc je voulais juste le réaffirmer, on est toutes des acteurs, actrices, élus locaux également, de le faire remonter, cette nécessité de soutenir ces budgets-là. Merci Marie. Une dernière question. Oui, bonjour Marie, Michel. Moi, je fais partie de la coopérative GRAP qui accompagne des artisans et des commerçants, notamment dans les centres-bourgs. Et je voulais réinsister sur la pertinence d'accompagner des structures de l'ESS. En général, quand on entend commerce et commerçant, on n'entend pas vraiment statut ESS derrière, on entend vraiment des statuts plus classiques. Or, en fait, quand on est commerçant, le statut joue beaucoup. Et finalement, 97%, c'est incroyable ce chiffre, je ne l'avais pas du tout, mais protéger le statut du commerçant qui cherche à entreprendre, c'est vraiment important. Et ces structures de l'ESS, que ce soit des associations, des coopératives, SCOP ou SIC, le permettent avec des statuts qui sont plus protecteurs. Donc c'est vraiment à avoir en tête. Et la pérennité, elle vient aussi du fait que nos structures, elles mettent en réserve. Et en fait, on a une répartition des richesses qui est pensée différemment et qui va vraiment aux personnes qui travaillent dans ces structures-là. Et donc l'argent reste sur les territoires. Et ça, en tant qu'élu, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Merci Marie. Un dernier mot pour Sylvain. Le GRAP est une solution. Tout à l'heure, on posait une question où on peut s'adresser. Donc, ils ont un stand. Marie-Michel et ses collègues ont un stand juste ici. Et ça commence à être une réponse nationale puisqu'il y a des partenaires sur d'autres territoires que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais évidemment que c'est intéressant. Nous, ce qui nous intéresse dans le commerce, c'est ce qu'a dit Madame. Il y a venir acheter ses légumes et il y a aussi faire des événements, créer du lien. C'est hyper important. Je voulais parler d'un dispositif qui n'est pas toujours connu. C'est les EVS de la CAF. La Caisse d'allocation familiale peut financer des associations qui vont permettre de créer du lien, un peu comme les MJC pouvaient le faire, mais c'est une manière de démultiplier ces lieux. Donc c'est un agrément que la CAF fournit à des associations EVS et elle les finance sur plusieurs années. C'est des conventions pluriannuelles. Voilà, il n'y a pas 15 000 dispositifs, mais celui-là, il a le mérite d'exister et il permet d'adresser le sujet aussi de la précarité, puisqu'il y a des gens pour qui rien que le fait de payer un café ou d'aller faire ses courses, c'est un obstacle. Donc là, c'est des endroits de gratuité. Et le mot de la fin, du coup C'est un dernier chiffre pour vous dire que ces structures génèrent de l'emploi aussi. Puisqu'en fait, on arrive, c'est encore mes derniers chiffres dont je n'ai pas parlé, qui ne sont pas communiqués, c'est quasiment proche de x3 en 5 ans, entre le moment où on crée une structure à dimension sociale et solidaire, et 5 ans après, on se rend compte que le nombre d'emplois non délocalisables, de fait, il est multiplié par 3. Donc les solutions existent. C'est sur cette touche d'optimisme que l'on va terminer. On vous souhaite une bonne pause méridienne. N'hésitez pas à passer sur notre stand La France s'engage, découvrir d'autres solutions innovantes qui répondent aux besoins de vos territoires. Merci à tous et on se retrouve tout à l'heure.